plaisir de recevoir pour ce 5e numéro de Ping, Jean-Baptiste Cassin, directeur des systèmes d'information de Britvic France, que nous connaissons tous car ils sont à l'origine des marques de sirop et de boissons, Fruit Shoot, Tressade, le Moulin de Valdonne ou encore le fleuron Tesser. Jean-Baptiste, comment vas-tu ? Très bien, merci de m'inviter Kylian sur ce podcast pour échanger pendant une vingtaine de minutes sur le métier du DSI, mais particulièrement le DSI dans une ETI. Ça nous donne une idée de ton contexte. Contexte un peu plus personnel, quel est ton âge, Jean-Baptiste ? Alors j'ai 26 ans, j'ai 46 ans. Alors, tu as éternellement 26 ans. Excellent, on continue. Jean-Baptiste, du coup, quel est ton âge ? Alors j'ai 46 ans et je suis DSI du groupe Britvic en France depuis… je t'ai manqué, depuis combien de temps, pardon ? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans, super. Et depuis combien de temps es-tu du coup dans un poste de leadership des systèmes d'information et dans quelles entreprises, si tu nous retraces un tout petit peu ton parcours ? Alors mon parcours, en fait, j'ai fait au début dans deux grandes industries américaines avec des postes de responsabilité croissante de la sortie d'école d'ingé jusqu'à des postes de directeur récemment, à la fois dans le domaine FMCG, donc les chocolats, la nourriture animale, et dans le medical device. Ok, très bien. Aujourd'hui, là, pour continuer sur ton contexte, combien de personnes as-tu dans ton équipe ou dans tes équipes ? J'encadre une équipe d'une vingtaine de personnes. C'est une organisation assez classique, fortement internalisée, donc à la fois avec une équipe helpdesk interne pour la proximité avec le business, équipe infrastructure et puis des business partners fonctionnels vraiment en lien et en intimité avec le business. Ok, super. Super, donc contexte ETI, contexte d'une vingtaine de personnes dans ton équipe avec 3 pôles différents, à la fois pour se connecter à l'expertise, se connecter à l'infrastructure et se connecter aux différents clients en interne. Très clair pour ça. Question inévitable, ça a été quoi l'urgence Covid ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les premières heures ? Qu'est-ce qui a été improvisé, je dirais, et maintenant, qu'est-ce que tu dégages comme horizon plus long terme et qu'est-ce que tu as envie de reprendre comme sujet et qu'est-ce que ça a pu finalement apporter aussi en partie à ton organisation ? Alors, si on prend le fil du Covid, tout a commencé vraiment un jeudi après-midi. On a commencé à se dire, tiens, le président parle ce soir, qu'est-ce qu'il va dire ? Mais on était encore un petit peu juste dans les hypothèses. Et puis, le président parle le jeudi soir en disant, voilà, à partir de lundi matin, on met en place le confinement, le lockdown. C'est venu beaucoup, beaucoup plus rapidement que nos collègues, par exemple, en Angleterre. Donc, l'urgence au début a été de trouver des ordinateurs portables pour pouvoir permettre à des personnes qui avaient des bureaux avec des postes fixes de pouvoir travailler de chez elles. Et ça vraiment nous a occupé toute la première semaine avec des pics d'activité sur nos équipes helpdesk, par exemple, qui ont fait un super travail à distance. Les équipes infrastructures ont super travaillé aussi pour pouvoir soutenir la charge. Clairement, on était avec une charge de télétravail qu'on n'avait pas et avec des applicatifs qui ont bien suivi derrière. Le Covid, ça a aussi voulu dire une accélération de la digitalisation dans des secteurs qui ne l'étaient pas encore. Par contre, à l'avenir, c'est de mettre en place des vraies solutions de digitalisation. Un bon exemple, la signature électronique. D'accord. Et du coup, donc là, je comprends que vous avez passé une partie des personnes qui n'étaient pas encore en remote, vous les avez passées en mode accéléré, enfin en tout cas équipées pour faire du remote. Donne-nous des volumes. Enfin, c'est quoi ? Ça représente 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes ? Pour nous, on a dû préparer 60 laptops supplémentaires, ce qui est déjà un niveau assez conséquent par rapport à notre flotte interne et surtout dans des temps scratch, donc avec des batteries de montée de laptops en parallèle pour installer nos images dessus. Et je pense que tous DSI, on peut tirer nos chapeaux à nos équipes, on réussit vraiment dans des temps scratch comme ça à préparer des laptops, à les trouver, à les préparer et à supporter, accompagner les utilisateurs en télétravail dans toutes nos entreprises.
D'accord. Et ça, vous avez réussi ce défi en combien de temps? Tu te souviens? En gros, une semaine. Une Au semaine. vendredi suivant, tous les 60 laptops avaient pu être Tout le distribués. monde était Un des équipé, quoi. challenges, un des plus gros challenges, c'est des laptops expédiés par des sociétés de messagerie qui sont retrouvés bloqués dans les locaux des sociétés de messagerie qui avaient été fermées pour Ah cause de mince. confinement. Donc, on en a préparé d'autres et renvoyé d'autres. Donc, ça a été un peu le système D, mais sous une semaine, c'était stabilisé. Ça, c'est mauvais souvenir, quoi. C'est ton mauvais souvenir là sur ce sujet, c'est te retrouver à envoyer ton travail et qu'il soit bloqué. Bon, dommage. Enfin, c'est comme ça, quoi. Après, le bon souvenir que je garderai, c'est l'engagement de toutes les équipes pour vraiment s'y Ok, mettre jusqu'à tous les envois dans des temps scratch. ok. Et du coup, là, j'ai noté que le grand changement que tu allais introduire, c'était donc dispositif de signature électronique. Ça, c'est mis à dispo de quoi? De tes équipes RH, de tes équipes de force de vente, ou c'est voilà, c'est déjà acté. Enfin, tu vois comment tu vas t'organiser un petit peu pour travailler sur ce domaine, sur ce sujet. Non, pour l'instant, on est vraiment au stade d'aller sécuriser du CAPEX pour pouvoir investir dans ces solutions pour l'année prochaine. Clairement, D'accord? côté RH, finance, on voit des besoins euh, incroyables avec des gisements de gains d'efficacité pour nos équipes et surtout un télétravail grandement facilité. Mais on est vraiment encore à l'étape budgétaire, aller chercher des ressources. D'accord. Et ça, tu l'avais déjà dans ta roadmap. Je suis curieux, tu vois, tu l'avais déjà dans ta roadmap identifié et tu avais déjà travaillé sur ça. Et en fait, tu le fais beaucoup plus tôt. Ou voilà, la signature électronique, voilà, vous étiez dans une forme d'hésitation en se disant non, mais on peut faire ça, on verra plus tard. C'était sur notre roadmap comme une idée et la crise sanitaire est venue nous conforter dans cette idée et je dirais en termes de priorité, clairement, ça a pu changer un petit peu l'ordre des priorités pour le monter quelque part dans la liste en fonction du CAPEX qu'on obtiendra. Ok. Je reviens à des sujets plus structurels et moins conjoncturels liés au Covid, mais si on continue de parler on va dire, de solutions informatiques, quelle est selon toi voilà, solutions indispensables finalement toute entreprise de la taille de Britvic devrait avoir et qui est un incontournable, que tu as peut-être du coup mis en place très très vite, qui était peut-être déjà là avant que tu arrives, mais où tu vois que l'usage est très très fort. Alors, je pourrais penser à l'ERP, tous ces systèmes satellites, au ticketing qui sont aussi des éléments clés, mais la Ouais. solution que je vais retenir, c'est absolument les plateformes collaboratives. Ça fait 6-7 ans qu'on est capable vraiment d'avoir cette vraie collaboration sur des documents, que ce soit du tableur, des Hmm. présentations, des documents plus de texte, avec des acteurs qui peuvent travailler de façon synchrone à travers les régions du monde, à travers les time zones, les fuseaux horaires. Et ça a vraiment complètement changé les pratiques. Un de mes souvenirs les plus ancrés, qui était en 2014, où tous les matins à 8 heures heure américaine, on allait ouvrir une présentation. Des gens sur tous les continents allaient l'alimenter. Et à midi, on avait un comité de pilotage où on présentait le travail collectif, assemblé en temps réel. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, quand on voit encore des fois des échanges de présentation par email en disant bah, tiens, rajoute un slide ou autre, pour moi, ça, c'est vraiment fini parce qu'il faut rentrer dans l'heure de la collaboration qui permet un gain d'efficacité et de rapidité dans la communication d'information. Super, ok. Donc, collaboration sur la création et l'élaboration de documents. Euh, Au contraire, voilà, depuis tes débuts, tu vois, sur des postes de leadership sur des systèmes d'information, c'est quoi ta plus grande déception quoi, au niveau innovation, au niveau solution? Ça peut être ce que tu n'as pas réussi ce qui n'a pas tenu la longueur, ça peut être quelque chose que tu n'as pas réussi à bien mettre en place. Là, on est là aussi pour discuter des difficultés, quoi. C'est clair. En fait, je vais parler de rôle, d'organisation. Le DSI et tous les talents de la DSI sont là pour être des partenaires du métier. Et que ce soit des personnes avec des profils technologiques, que ce soit des personnes avec des profils plus applicatifs ou ingénierie ou de support. Notre priorité, c'est d'être là pour supporter le business au jour le jour. Un de nos relais pour que ce modèle fonctionne, ce sont les key users, les super users, les process owners, quel que soit le nom qu'on leur donne. Les personnes qui sont dans les métiers, ancrées avec leur réseau d'utilisateurs et qui peuvent vraiment être l'acteur pour la communication à deux sens entre les métiers en général et la DSI.
Et un de mes regrets, c'est de ne jamais avoir réussi totalement à ancrer le rôle du key user, super user, que ce rôle soit reconnu dans la valeur qu'il peut apporter, reconnu dans l'évaluation même des performances annuelles. Et trop souvent, c'est des rôles qu'on voit disparaître une fois que quelqu'un passe d'un poste à l'autre. Et ben, ce rôle de key user, super user, on n'arrive pas à le continuer. Et pour moi, c'est ma plus grosse déception à date. Alors, je ne perds pas espoir de continuer d'essayer d'ancrer ce rôle de key user, super user, parce que pour moi, il est clé pour la réussite de la DSI au service de l'entreprise. Ok, hyper intéressant. C'est là pour nos auditeurs, c'est ce que il y a un concept plus abstrait qui est introduit par Spotify que j'aime beaucoup, qui est le concept de guild, où en fait tu dis bah voilà un groupe de personnes qui s'y connaissent très bien. Je sais pas, je dis une bêtise, mais en recrutement, qui s'y connaissent très bien en prévention des risques du travail, qui s'y connaissent très bien. Là en fait ce que tu introduis, c'est qui s'y connaissent très bien sur un outil, sur l'usage d'un outil. Et en fait, ces guildes, elles sont puissants éléments d'homogénéisation de ce qui se passe dans l'entreprise et de remontée de l'information de haut en bas et de bas en haut autour de ça. Donc voilà, concept de guilde, si vous voulez, tapez guild Spotify sur Google, vous aurez pas mal de sujets autour de ça. Et je sais que la Harvard Business Review aussi écrit régulièrement en fait, sur ce concept-là, qu'il appelle de plusieurs manières différentes. Top. On dit souvent que la donnée, c'est le fuel du 21e siècle. Donne-nous un exemple d'un de tes projets que tu as trouvé être une grande réussite avec tes équipes ou, à contrario, un échec ou une frustration autour de ce type de projet. Alors, l'exemple qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est tous les projets, on a tous connu, tous des SI, ces vagues de projets ERP qu'on a menés fin 80, première dizaine des années 2000. Ces projets de grande ampleur qui, malheureusement, s'étalent dans le temps. Et avec maintenant tout ce qui est les M&A, Merger Acquisition, fusion-acquisition, pardon, en français, ce qu'on voit, c'est que le temps de finir un projet ERP pour homogénéiser l'ERP, on se retrouve avec une nouvelle acquisition qui amène un nouvel ERP. Et j'ai pu encadrer des équipes de master data, des équipes de BI, et dans ma précédente société, j'ai vu un modèle qui était vraiment super, qui était de dire de s'affranchir, d'essayer d'harmoniser l'ERP. Par contre, de définir un bloc BI global, mandatory, obligatoire pour toutes les business units, toutes les régions, avec un socle de référentiels avec des définitions idéalement alignées. À la fin du fin, pour des fonctions corporate, savoir quel est le numéro du batch qui tourne sur une ligne de production de telle usine, peu de valeur. Donc, harmoniser ces ERP avec le problème que j'ai mentionné de longueur, j'y crois peu. Par contre, solidifier le socle référentiel et solidifier au-dessus un BI harmonisé permet de s'affranchir de ces ERP qui peuvent être différents et d'être compatibles avec ces cycles beaucoup plus rapides qu'avant, fusion-acquisition. Ok, donc une méta-couche en fait, de données au-dessus des systèmes ERP centraux des entreprises, mais en s'affranchissant finalement de leur marque et de leur origine. C'est pour toi suffisant en fait pour derrière faire du pilotage. Et du coup, tu as trouvé que c'était une manière efficace de faire face à ces situations de fusion et d'acquisition. Super, impeccable. Efficace et pragmatique, Ouais, pragmatique, pragmatique. de par les Pragmatique. délais de ces grands projets ERP. Ouais. Ok. Parlons un peu budget. Quel est le budget alloué à ton service? Quelle peut-être distribution aussi sur tes différents grands postes? Alors, sans rentrer dans le détail pour des raisons de confidentialité, l'indicateur qu'on suit principalement, ça va être le budget de la DSI par rapport aux revenus de la business unit. Et nous nous inscrivons autour de 1%, qui, pour notre métier, est plutôt dans les fourchettes plutôt basses en termes d'investissement de systèmes d'information. Donc, on est plutôt un système d'information, une DSI sur un cost model très efficace plutôt que d'aller être plus dispendieux dans les 1,5 ou au-dessus. Ensuite, tout va dépendre des secteurs. Nous, on est dans le FMCG.
Ok, donc Jean-Baptiste, tu revendiques une certaine frugalité de ton équipe et de ton fonctionnement. Top. Et après, tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur ce que les différents postes, au sens, c'est quoi ton premier poste et ta première catégorie de dépenses, ta deuxième, Non, les grandes masses, quoi. ça va être délicat de rentrer dans ces grandes masses, hein. Je préfère pas m'étendre dessus aujourd'hui. Ok, entendu. Du coup, on a parlé infra, justement, plutôt SaaS ou on-premise? Je Un crois que peu tu des as donné un peu des deux, d'accord? Un peu des deux. Clairement, pour moi, un DSI doit résister aux sirènes du marketing de la technologie à tout prix. Et donc, notre Bien sûr. approche par rapport au cloud a été une approche pragmatique. Au cas par cas, aller considérer, notamment on prend un total cost of ownership, voilà, sur 5 ans, pour telle solution, est-ce qu'il est plus pertinent d'aller cloud ou de rester on-premise? Mais c'est vraiment pas du tout dogmatique. J'ai pas du tout poussé mes équipes sur full cloud. Par contre, encore hier, on avait une solution qui, la route sur 3 ans cloud, on est parti sur cloud. Il y a 3 ans, on est parti sur une grosse solution on-premise. Donc, c'est vraiment au cas par cas Hmm. et vraiment sur bah oui, à la fin, on parlait de frugalité, de budget. On regarde vraiment le total cost of ownership là-dessus. Et du coup, tu sais dire sur tes budgets combien sont sur du on-prem, combien sont sur du SaaS ou... On va être très, très largement on-prem. On va D'accord, avoir un max 15-20% sur du d'accord, SaaS. Alors, d'accord. c'est quelque chose qui va continuer de s'infléchir là-dessus, hein. On est clair que les offres cloud sont de plus en plus compétitives. Mais en tout cas, clairement, ma stratégie, c'est de ne pas faire du cloud pour faire du SaaS cloud, c'est y aller s'il y a une vraie valeur pour le business. Ok, donc 20% de tes applicatifs et ton budget sur le SaaS, mais enfin sur des applications SaaS, pardon, mais voilà, quelque chose qui est en croissance. Hyper intéressant. Qui a le dernier mot sur ce type de choix, sur le choix des outils? Est-ce que c'est le DSI? Est-ce que c'est les métiers? Est-ce que c'est le PDG? Est-ce que c'est le COMEX? Est-ce que c'est encore une autre personne? Enfin, tu vois, je suis intéressé par quel est le processus de décision autour de ça? Alors, dans une ETI comme la nôtre, et mon positionnement de la DSI, c'est DSI partenaire du business. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait conjointement en termes de démarche projet, d'accompagner le business très tôt dans l'écriture des cahiers des charges pour vraiment formuler de façon le plus explicite possible le besoin. Beaucoup d'aide du département des achats, on n'en parle pas assez, le rôle des achats, les achats indirects, sur tout ce qui est appel d'offres, formalisation des scorecards, des évaluations des différents fournisseurs, des critères, on va se mettre d'accord à l'avance sur les critères de décision, ce qui vont permettre à l'issue d'avoir des décisions qui sont avant tout factuelles et retirer au maximum l'émotionnel et du précaré de tel directeur métier ou même du DSI. L'idée, autant que possible, alors après, on n'est pas toujours dans le monde du consensus, mais autant que possible, aller chercher des décisions. Et si je pense au dernier grand choix, on a toujours réussi à faire des choix en bonne intelligence, directeur métier et DSI. Ok, donc à la fin, c'est toi qui tranches ou c'est le directeur métier? Les deux, Les deux, clairement, à la fin, en tout cas, on n'a pas eu de cas de gros clash. Alors après, on n'aura peut-être pas tous les directeurs métiers qui seront alignés sur certains choix, mais clairement, c'est de par, encore une fois, ces évaluations sur des différents critères. Euh, non, je veux dire, ce qui tranchera, ça pourrait être aussi le budget, hein. On revient un peu, pardon, sur cette frugalité, mais c'est un des critères complètement objectifs qu'on va prendre en compte, mais pas le seul. Un autre critère qu'on utilise énormément, c'est la culture et vérifier qu'on ait un fit culturel avec les personnes qui vont nous accompagner sur le projet. D'accord, ok, super. Tu fais partie du COMEX? Alors, l'instance de gouvernance principale, hein, de notre groupe en France, c'est un CODIR, donc je fais partie du comité de direction Ok, France. et qui est ton principal allié à ce CODIR? Ça va dépendre des sujets. Quand, par exemple, il va s'agir de développer les talents des équipes IT, mon allié, ça sera les RH pour
défendre la part de budget formation. L'IT, la DSI, une des plus grosses consommatrices du budget formation. Ensuite, bien évidemment, ça sera le directeur métier concerné par un nouveau projet d'investissement quand il va falloir aller défendre des investissements de CAPEX. Donc, et je pense que c'est propre à des ETI où tous les membres du CODIR sont capables de se rassembler, d'être tous ensemble, de créer beaucoup plus de liens que ce que j'ai pu connaître dans des grands groupes. Le timing, le temps va beaucoup plus rapidement aussi, dans la mesure où on peut tous se rassembler de façon beaucoup plus rapide. Ok. Et tu as un ordre de grandeur sur ton budget formation pour ton équipe? Je rappelle, il y a 20 personnes. Non, je ne l'ai pas en tête comme ça. Tu l'as pas en tête? Ouais, dommage. Si tu le retrouves, réagis à la publication du podcast. Je pense que c'est un truc hyper intéressant d'avoir un ordre de grandeur, tu vois, sur ce type de démarche. Ça marche. L'ordre de grandeur que je peux mentionner, la DSI doit être, s'il n'est pas la première, la deuxième consommatrice du budget formation pour la société. Donc, c'est clairement le choix d'avoir une DSI principalement internalisée fait qu'on doit continuer d'investir dans les talents de la DSI pour rester à jour des technologies qui évoluent et être vraiment des bons partenaires pour le métier. Alors, on est un métier, clairement, le métier de l'informatique est un métier qui avance vite, donc il ne faut pas rester sur le côté, donc pas sans formation, quoi. Ok, Jean-Baptiste, c'était super intéressant. Pour terminer, je vais me permettre d'aller te soutirer les quelques références et quelques endroits où on devrait tous poser nos yeux également. Est-ce qu'il y a des associations ou des cercles de DSI que tu fréquentes régulièrement et que tu as envie de promouvoir ou en tout cas de faire l'éloge? Absolument. Ayant connu le monde d'être un directeur IT dans un très grand groupe où une DSI représente des milliers de personnes, on va toujours chercher l'information en interne principalement. Dans une ETI, on se retrouve souvent dans la DSI assez seul, hein, quel que soit le niveau de la DSI. Et donc, à titre personnel, je suis assez actif au sein de l'ADIRA, qui est l'Association pour le digital en Auvergne-Rhône-Alpes. Et avec un collègue où on anime le réseau des DSI du bassin Grenoble et Sillon-Alpin. Et c'est vraiment l'occasion d'aller chercher des expériences, de partager des expériences sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, un peu comme ce podcast, pour pouvoir vraiment échanger et créer ce lien absolument vital pour rester au bout du jour et bénéficier des expériences bonnes ou mauvaises de chacun. Là, tu nous accueilles à Grenoble, hein, c'est ça aujourd'hui? C'est ça. Aujourd'hui, vous me trouvez à Crolles, qui est un petit peu au nord-est de Grenoble. Super. Et donc, si vous nous écoutez depuis la région Rhône-Alpes, rentrez en contact avec Jean-Baptiste qui, j'imagine, sera ravi de vous introduire dans ce club, le DIRA. As-tu un nom spontanément d'un DSI, d'un CIO, d'un CDO que je devrais interviewer pour le prochain épisode? Alors, je peux te donner des noms offline, mais clairement, l'orientation que je recommanderais, et de par ce club de l'ADIRA, on est confronté à réunir à la fois des DSI du secteur privé et des DSI du secteur public. Et au début, on s'est dit, on n'aura pas grand-chose à se partager entre nous. Eh bien si, eh bien si. Et il y a des vrais échanges dans les deux sens. Donc, ma recommandation, Kylian, ça serait de se tourner vers le DSI d'une mairie, d'une métropole, la métropole grenobloise par exemple, pour aller regarder un petit peu quelles sont les spécificités. Aujourd'hui, c'était la spécificité ETI. Va creuser spécificité dans le secteur public. Ils ont beaucoup, beaucoup à nous apprendre. Super intéressant. J'ai déjà des noms en tête. Là. Je sais à qui envoyer les premiers emails sur ce sujet. Top. Hyper. Merci pour cette voix. Jean-Baptiste, c'est la fin. As-tu quelque chose à ajouter, une dernière remarque, un message à passer? Dernière remarque, c'est le DSI, je la conçois vraiment comme partenaire du métier, proximité avec le métier. Et en même temps, il est vraiment important de pouvoir échanger à l'extérieur. Et rien que ce podcast est lui-même une occasion de pouvoir partager des expériences. Donc, un grand merci à toi pour l'invitation. Eh bien, je t'en prie. Merci à toi, Jean-Baptiste, d'être venu nous confier autant de bonnes choses
autour de ce que peut être le travail d'un directeur des systèmes d'information dans une ETI à Grenoble. À bientôt. Merci, Kylian. À bientôt.